taking me higher. Put your hands on me. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous parler des super-héros Marvel, à l'occasion de l'épisode 6 des Caprices de la Matrice. Eh bien, je vais continuer avec les super-héros Marvel. Pourquoi Marvel ? Parce que c'est un univers que je connais un petit peu mieux que DC Comics, par exemple. Puisque dans les années 80, eh bien, j'ai grandi avec les comics Marvel, qui étaient publiés en France à l'époque par les éditions Lug, pour les gens de ma génération qui ont connu les revues Strange, Titan et ainsi de suite. Alors pourquoi vous parler des super-héros Marvel ? Vous auriez tort de prendre les films Marvel qui sortent depuis quelques années pour de simples divertissements. Alors certes, ce sont des films à gros budget, il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'action, donc c'est très divertissant, très divertissant. Mais on peut y voir, alors chacun y voit aussi un petit peu ce qu'il veut y voir. Ça, c'est une question de sensibilité. Eh bien, de mon point de vue à moi, on peut trouver un sens métaphorique à certaines de ces œuvres. Et j'ai intitulé cette vidéo Portrait de l'artiste en super-héros, parce que moi je vois dans certaines histoires de super-héros une métaphore du processus artistique, du processus de création, et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors le premier exemple que je vais prendre, c'est l'exemple des X-Men. Donc les X-Men, qu'est-ce que c'est ? Donc si vous n'avez pas vu les films, bien sûr je vous renvoie à toute une série de films qui a commencé à sortir au début des années 2000. Ça a été la première vague de films de super-héros qui ont ensuite été rejoints par les Avengers et ainsi de suite. Et X-Men raconte l'histoire des mutants. Alors qu'est-ce que c'est que les mutants ? Eh bien, ce sont des êtres humains qui, à l'adolescence, se voient dotés de pouvoirs. Des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs très variables qui vont de la capacité à traverser les murs, à lire dans les pensées. Ça s'accompagne parfois de mutations physiques. Et ce qui crée bien sûr une scission entre l'humanité classique, d'une certaine manière, et les mutants. D'où des conflits, des jalousies, enfin bon, je vous renvoie au film. Alors pourquoi les pouvoirs se manifestent à l'adolescence ? Bon, ça semble logique, puisqu'évidemment l'adolescence est une période de bouleversements physiques et hormonaux, donc on peut comprendre que les mutations apparaissent à ce moment-là. Mais c'est aussi à ce moment-là que naissent les vocations artistiques, que naissent les dons artistiques, que les gens choisissent ensuite de développer ou non, et qui sont là aussi selon la sensibilité des gens. Ça aussi j'en parlerai peut-être un jour. Je suppose que nous avons tous le potentiel de la création artistique. Selon la vie et la sensibilité de chacun, nous développons ce don ou pas. Nous le travaillons ou pas.
il s'impose plus ou moins, mais je pense que nous l'avons tous endormi en quelque sorte. Soit il se réveille, soit il se révèle ou se réveille, soit il ne se révèle pas. Donc j'ai revu la série des X-Men il y a quelques temps, et c'est de là m'est venue cette réflexion. Le mutant, pour moi, est une métaphore de l'artiste. Et le fait d'être un artiste le coupe du reste de l'humanité, d'une certaine manière. Il est différent. Il est différent et les autres humains ont du mal à le comprendre tant son univers lui est propre. Donc ça c'est une première chose, c'est en ce qui concerne les X-Men. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est l'exemple du super-héros Doctor Strange. Dans le premier film de Doctor Strange, donc Doctor Strange, pour resituer dans le contexte, est un neurochirurgien très renommé, donc très riche et par là même très arrogant, jusqu'à ce qu'il subisse un accident de voiture et qu'il perde l'usage de ses mains, donc de son outil de travail et de l'usage de ce qui fait sa renommée et sa fierté. Il va tout tenter pour retrouver l'usage de ses mains, donc la chirurgie bien sûr, la médecine. C'est un personnage hautain et très cartésien, qui bien sûr ne veut pas entendre parler de magie ou de médecine alternative, quelle qu'elle soit. De fil en aiguille, il est quand même amené à se rendre dans un lieu qui s'appelle Camartage, qui se situe très certainement, c'est un état ou une ville, un endroit imaginaire, mais on comprend que ça se situe au Tibet ou dans ces régions-là. Et là, il va se former à ce qu'on appelle les arts mystiques. Donc, une forme de magie. Voilà. Il va se former à la magie. Et il va devenir Doctor Strange, un magicien ou un sorcier, comme vous voulez. Et il va se retrouver responsable d'un sanctuaire qui se trouve à New York. Voilà. Le représentant de cette confrérie qui se trouve à New York. Et il va rejoindre le groupe des Avengers. Enfin voilà. Là encore, je vous renvoie au film. Et que se passe-t-il dans le premier Doctor Strange ? Dans le premier Doctor Strange, nous apprenons qu'il existerait, bien sûr, il existe dans l'univers Marvel, une dimension miroir. C'est-à-dire une dimension où les sorciers peuvent s'affronter, peuvent modeler la réalité sans que cela altère la réalité de tout un chacun, la réalité des autres humains. Eh bien, je vois dans cette dimension miroir une métaphore de l'univers parallèle que se crée l'artiste et dans lequel il va pouvoir déployer toute sa créativité, tout son art, et la dimension dans laquelle il va pouvoir redessiner le monde, réécrire le monde comme il le souhaite.
je voulais attirer votre attention sur ces deux métaphores qui montrent d'une part le statut d'artiste exclu d'une certaine manière de l'humanité ou qui s'exclut lui-même, et la métaphore de la dimension miroir qui montre au contraire l'univers dans lequel il se réfugie après s'être exclu de la réalité de tout un chacun. Alors ces deux métaphores, elles me posent une question. Donc on est toujours dans les questionnements de perception de la réalité, de perception, de sensibilité aussi de l'artiste. Est-ce que les scénaristes ont conscience de la présence de ces métaphores lorsqu'ils écrivent des histoires comme Doctor Strange ou comme les X-Men, ou est-ce que c'est un message inconscient qui passe sur l'écran à leur insu pour ne toucher que les gens qui ont la sensibilité requise pour percevoir ces métaphores. Voilà. Si vous me suivez depuis quelques semaines, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je suis très intéressé par tout ce qui touche les aspects inconscients de la création, de l'écriture. Et c'est pour ça que je voulais vous dresser ce portrait de l'artiste en super-héros qui nous permet de naviguer encore dans cette question de la sensibilité, de la perception du réel et dans les mystères de la création. Voilà, je ne vais pas développer plus que ça aujourd'hui. Je vais juste faire une toute petite digression. On reste dans les super-héros, on reste chez Marvel, on reste dans Doctor Strange. J'ai vu tout récemment Doctor Strange 2, alors qui est à mon avis qui n'est pas un film... pour moi les films Marvel les plus récents ne sont pas nécessairement les meilleurs. Je préférais D'ailleurs je préfère les films... plus terre à terre, j'aime bien la série des Iron Man, des Captain America, Avengers. J'aime pas quand ça part trop dans le multivers, les dimensions, bref. Donc j'ai vu Doctor Strange 2 tout récemment. Et j'ai été frappé, alors ça aurait pu avoir sa place dans le dernier épisode des Caprices de la Matrice, justement. Il y a une scène au début du film où Doctor Strange rejoint Wanda Maximoff. Alors je ne vais pas vous expliquer qui est qui. Si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, vous verrez qui c'est. Sinon, je vous invite à vous y intéresser un petit peu. Donc Doctor Strange rejoint Wanda Maximoff dans un verger, un sublime verger planté de pommiers, une sorte de paradis sur Terre. Sauf que ce paradis sur Terre est une illusion créée par Wanda Maximoff. Donc lorsque cette illusion disparaît, le paysage se retrouve plongé dans une atmosphère rouge où ne poussent, ou ne restent plutôt, que des arbres calcinés. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe en Californie actuellement.
Je ne vous en dis pas plus. Je vous renvoie au Caprice de la Matrice numéro 6, la vidéo de la semaine dernière. Et je ne vais pas m'étendre davantage. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous intéresse, si elle vous a intéressé, si elle vous a plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire. On peut parler de tout ça. On peut parler de création, d'écriture, d'imagination, de perception du réel, de sensibilité d'artiste. On parle de tout ça, si vous le souhaitez, dans les commentaires. Partagez, faites connaître la vidéo. Et je vous laisse là-dessus. Merci les scribouillards. À très bientôt. J'ai rencontré des êtres surnaturels, je leur ai parlé très régulièrement. Certains disaient venir de Shambhala, d'autres d'ailleurs. Ils me prédisaient un grand destin, me parlaient de la mission sacrée de la France et des troubles qui finiraient par y éclater. Tenez, pas plus tard qu'hier, une fusillade d'alarme de guerre à Montluçon, à l'heure du déjeuner. 2 morts. Et devinez quoi? Les 2 étaient fichés S pour avoir approché certains milieux islamiques radicaux. Dites à Muriel Perry que le capitaine Champel est mort. Elle comprendra. Je suis au cœur de la France, au cœur de moi-même. À cet instant précis, je perçois clairement qu'il existe un point central, unique et immobile au sein de cet univers. Et ce point, c'est moi. Alors je ne bouge plus, je reste figé. Cela ne m'est jamais arrivé avant, je n'ai jamais rien ressenti de tel. Je suis là où je dois être, maintenant comme de toute éternité. Je suis sur le chemin. Je ne sais plus ce que je dois croire. J'entends parler d'une ville souterraine. Je vois mes amis tomber comme des mouches. Je ne sais même plus si je dois encore faire confiance à mes supérieurs ou à l'État français. Je suis perdu. Egon et Frank arpentent en silence les contreforts du pic de Bugarache, tous 2 perdus dans leurs réflexions. Levant les yeux, ils remarquent alors 2 aigles magnifiques, évoluant majestueusement en cercle parfait, couvrant de leurs ailes et de leurs regards perçants le chaotique théâtre des opérations. C'est de la magie, ce truc que je ne comprendrai jamais, ce truc que l'on appelle magie précisément parce qu'on ne le comprend pas. Qu'on n'y croit pas, on est juste obligé de faire avec.